Oui, Éric Woerth, député et président de la Commission des finances à l'Assemblée. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Dijon, violence à Dijon. Laurent Nunez sera sur place à 10h, le secrétaire d'État à la sécurité, après plusieurs nuits de confrontation qui ont opposé des Tchétchènes à des dealers dijonnais. Si spectaculaires que soient les images, vous les avez sans doute vues. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un fait divers, un gros fait divers, ou est-ce que c'est l'illustration de montée de tensions communautaires ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très spectaculaire. D'abord, on découvre qu'il y a des communautés tchétchènes qui se heurtent à des dealers dans une ville qui n'était pas connue particulièrement pour la violence. Donc c'est très très préoccupant. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Ça veut toujours dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'illustration d'une montée d'un communautarisme violent. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'arrive pas à l'interrompre. Qu'il y a eu quand même des actes de violence ici ou là, très, très graves. Il y a la montée des manifestations sur le racisme ou contre le racisme, avec des gens qui sont plus racistes que ceux qui le dénoncent. Enfin, on voit bien que la société française, elle est extrêmement tourneboulée, chahutée, et qu'on a besoin d'autorité. On a besoin d'autorité. Oui. Il en manque ? Oui, je pense qu'il en manque, ouais. C'est compliqué, l'autorité, les libertés et autorité. Voilà, c'est assez compliqué. On l'a vu d'ailleurs dans les lois d'urgence. Donc on voit que ces valeurs-là sont probablement au cœur de la République qu'il faut faire progresser. Le pacte républicain, il doit progresser. C'est toutes ces semaines de confinement, tous ces sujets au fond, qui ont été révélés. Parfois on se révèle à soi-même d'ailleurs quand on se confine. C'est aussi une capacité probablement à approfondir notre pacte républicain. Et dans le pacte républicain, il y a à la fois l'autorité et à la fois la liberté. Mais est-ce que c'est une question d'incarnation ou de doctrine ? Est-ce qu'il y a un problème d'incarnation ou de doctrine ? Honnêtement, le débat sur la police est un débat qu'il fallait absolument éviter. Quelle idée ? Celui sur les violences policières. Pourquoi éviter ? Parce que c'est un débat. Il n'y a pas de violence policière. En tout cas, non, mais il y a des actes isolés. Est-ce qu'il y a des violences policières ? Est-ce que vous dites, oui, il peut y avoir des violences policières ? Non, mais il peut y en avoir. Il y a des actes isolés. En général, c'est traduit devant la justice. On appelle des violences policières. Oui, c'est traduit devant la justice. Mais il y a des violences. Mais parce que je ne veux pas mettre en cause la police dans son ensemble. Il y a une institution qui est la police, qui est la police de la République, qui est une police qui fait son travail dans des conditions extrêmement difficiles. Elle doit employer la force, pas la violence, elle doit employer la force contre des gens qui, en général, sont extraordinairement violents, sans évidemment ni blesser, ni par nature tuer. Donc c'est très compliqué d'être une police de la République. Et quand il y a une violence extrêmement forte de l'autre côté, les policiers doivent aussi se protéger. Donc il y a des actes isolés de violence, comme il y a des actes isolés dans toutes les catégories de population. Ce débat, il n'est pas bon. Est-ce qu'on disqualifie l'ensemble quand on reconnaît qu'il peut y avoir des violences policières et qu'il y a un peu, un peu. Je pense que je ne suis pas pour cacher. Je ne suis pas. Enfin, d'ailleurs, personne ne cache jamais rien. La justice après s'en occupe. Enfin, on voit bien que tout ça. Si justement, ceux qui luttent contre les violences policières disent que le temps de la justice est tel ou qu'il y a une certaine capacité quand même à protéger le corps personne de ne police lutte dans les enquêtes. Personne ne lutte pour les violences policières. Vous voyez, j'ai pas vu de gens qui luttaient pour ça. Alors les gens qui luttent contre ça, en général, c'est des spécialistes de la lutte contre tout. C'est des spécialistes de la lutte contre tout, comme on en a beaucoup en France. Bon, le sujet n'est pas eux. Le sujet est d'avoir une police digne de la République qu'elle représente. Et je crois que c'est le cas. Nos gendarmes, nos policiers, nos CRS sont des gens qui font très attention. Après, il y a les doctrines d'emploi. Bien sûr que des gestes trop violents, bien sûr que des moments d'énervement doivent être sanctionnés. Mais en aucun cas, ils ne représentent la police. Dans la crise des Gilets jaunes, face au Black Bloc, tout le monde a vu les images terribles qu'il y avait. La police, elle a assuré quand même, elle a assumé. Sans doute, il y a eu quelques dérapages. Ils seront sanctionnés, comme toujours. Enfin, globalement, l'ordre a été, je ne sais pas s'il a été maintenu. La crise a existé, la crise existe toujours, elle est toujours sous-jacente. Mais en tout cas, la police a fait son métier. Très difficile d'être policier aujourd'hui. C'est très difficile. Et est-ce que Christophe Castaner fait son métier ?
de ministre. Visiblement, il n'a pas soutenu suffisamment les policiers. C'est un sujet majeur. On doit, à un moment donné, quand toute la société, enfin pas quand toute la société, tous les Français d'ailleurs, les sondages le montrent, ils ont plutôt, heureusement, confiance dans la police. Ça baisse un peu, mais c'est fondamental d'avoir confiance dans la police. Bon, le ministre de l'Intérieur a peut-être pas été à la hauteur du sujet. On peut pas dire que la police française, elle est raciste. On peut pas, en tout cas, laisser entendre qu'il pourrait y avoir. Il n'a pas on ne peut pas laisser entendre un certain nombre de choses. Il a dit tolérance zéro face à des actes racistes. Oui, mais tolérance. Non, mais d'accord, mais tolérance zéro sans qu'il y ait la preuve à l'appui. On est dans une société accusatoire aujourd'hui. Toute la société française, elle est accusatoire. On vous accuse de tout et de rien. Il y a des actes à un moment donné isolés et c'est un ensemble qui en prend plein la figure. Donc Emmanuel Macron a eu raison. Il faut sortir de cette société accusatoire. Il faut en sortir. Ah oui, la société accusatoire, c'est à un moment donné, vous judiciarisez l'ensemble et il n'y a plus de présomption d'innocence. Donc il y a un moment donné où, très sincèrement, il y a une rupture de rythme, alors qu'on devrait être dans une société dans laquelle on se fasse confiance, la confiance en premier, plutôt que l'accusation. Oui, mais c'est possible, c'est pas uniquement des vœux pieux. Ça doit se traduire par de la législation aussi, et par du comportement bureaucratique. Et quand Emmanuel Macron apporte son soutien sans faille, sans évoquer les violences policières dimanche soir d'ailleurs, voilà, il essaye de restaurer la confiance. Il a raison. Oui, il faut avoir confiance dans la police, il faut avoir confiance dans l'institution judiciaire. Je ne dis pas dans tel et tel juge, mais dans l'institution judiciaire. Tout ça, ce sont des institutions qui composent le fondement même d'une démocratie. Si ça ne marche pas, honnêtement, vous commencez à créer chacun pour soi et vous allez, alors à ce moment-là, vous vous repliez sur des communautés, puisque c'est la communauté qui protège et plus la communauté nationale. C'est pas possible. Et encore une fois, je ne vais pas m'acharner sur Christophe Castaner, c'est pas le sujet, mais puisqu'on approche d'un remaniement, vous dites qu'il a perdu la confiance. Mais visiblement, il est remis en cause. Moi, je suis pas spécialiste en Christophe Castaner. Donc, il a perdu la confiance des policiers. C'est très difficile d'être ministre de l'Intérieur quand on perd une confiance à ce point-là. Maintenant, c'est au président d'en juger. J'ai probablement pas tous les éléments, et puis je me permettrai pas cela. C'est tellement facile. Pas de ceux qui disent Castaner. Je peux pas dire je suis contre la société accusatoire qu'on vit aujourd'hui, et puis accuser tout le monde à tout moment. Je laisse les spécialistes. Il y a beaucoup de spécialistes de cela en France. Par exemple. Mais il y a beaucoup de spécialistes. Qui par exemple, je ne pointe personne. Je dis que le monde, alimente le monde global, le monde français, peut-être le monde d'ailleurs dans son ensemble. Qui joue à ça beaucoup de gens jouent à ça. On se lance très vite. Il suffit d'un tweet. Parce que comme ça permet d'avancer. Je n'ai pas de noms, des milliers de noms, des gens. Non. Moi, je suis pas là pour dénoncer. Je dénonce un climat. Je dénonce un climat. Et je pense qu'on est dans une société dans laquelle on se fait moins confiance qu'auparavant. Éric Woerth, 19 minutes d'allocution suivies par 23 millions de Français dimanche soir. Énorme score. C'était une bonne intervention d'un président de droite. C'était en tout cas une bonne intervention là où elle se plaçait. Elle est entre deux, entre le confinement, le déconfinement, la relance. Je pense que le président de la République, semble-t-il, veut reparler au mois de juillet pour aller plus loin. C'est vrai que c'était une intervention généraliste. Donc maintenant, il faudrait un peu savoir ce qu'il y a derrière. Un peu impressionniste, mais c'est pas une mauvaise intervention. C'était plutôt une bonne intervention avec plein de bonnes intentions. On ne fait pas une politique avec de bonnes intentions, mais c'est important de les noter. Donc il y a des bonnes intentions sur la société d'après. Enfin, tout ça est dans les journaux. Hein, c'est pas non plus extraordinaire. Donc on verra ce que ça donne. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire travailler plus C'était la question. Qu'est-ce que ça veut dire vous faites les questions, les réponses, c'est génial. Travailler plus, vous l'avez compris comment, vous ? Moi, j'ai compris qu'il fallait travailler plus. Oui, mais je suis un type assez basique. Moi, je comprends les choses assez simplement. Et j'y mets pas trop de complications. Le président, il dit, il faut plus d'heures de travail en France. Il faut plus produire. Il faut produire plus. Et donc, travailler plus pour produire plus. C'est ce que je comprends. Travailler plus, ça renvoie souvent, quand on en parle, à la durée du travail. Or, Bruno Le Maire, en tentant de décrypter le propos présidentiel, a dit non, on ne touchera pas aux 35 heures, en gros. Il l'a dit. Mais, je pense qu'on prend très mal le problème. Les 35 heures, ce n'est pas tellement le sujet, pour tout vous dire. Beaucoup d'entreprises s'en éloignent, font beaucoup plus, il y a des heures supplémentaires. Tout ça est à peu près réglé. D'ailleurs, vous n'entendez plus vraiment de patrons dire les 35 heures, à part peut-être sur l'hôpital, où ça a vraiment mis une pagaille absolument considérable pendant extrêmement longtemps. Mais en dehors de ça, c'est plus tellement le sujet. Le sujet, en réalité, c'est que en France, on travaille moins que les autres pays.
Alors, pas par semaine, parce qu'il y a d'autres pays qui travaillent le même nombre d'heures par semaine, mais le volume d'heures produit par nous tous est très inférieur au volume d'heures produit dans plein d'autres pays. On est 15% en dessous des Allemands, on est 20-25%. Alors, si les 35 heures, c'est pas le sujet, des Anglais, on fait des pays anglo-saxons. On supprime des congés, des jours fériés, on fait quoi? Mais je ne veux pas poser les questions de façon polémique comme celle-là, parce qu'on a toutes ces polémiques, on les a déjà vécues. Les 35 heures, ça a débouché sur rien. Vous ne voulez pas vous mouiller, Éric Woerth, sur les sujets? Allez-y. Mais je vais mouiller, laissez-moi le temps de développer mon petit raisonnement. C'est de dire qu'à partir du moment où il y a trop peu d'heures de travail par personne, il faut augmenter le nombre d'heures produites en France. Et le nombre d'heures produites en France, pour l'augmenter, il faut lutter contre le chômage. Les pays qui travaillent plus, en réalité, évidemment, produisent à ce moment-là plus et s'en sortent mieux. On a 10 points de taux d'emploi inférieurs aux Allemands, pas à la Corée, aux Allemands. Donc c'est à côté. Ça veut dire qu'on n'a rien fait, ou suffisamment fait, pour lutter contre le phénomène du chômage de masse. Pas le chômage qui vient, le chômage de masse d'avant la crise. 8% en France, quand les Allemands sont à 3 ou 4%. C'est donc évidemment possible. Ça veut dire augmenter les qualifications, ça veut dire beaucoup de sujets. Ça veut dire qu'on rentre trop tard sur le marché du travail. Donc le chômage des jeunes est plus important, on rentre trop tard sur le marché. Et on en part évidemment trop tôt. Ça pose la question de la retraite. Et après, il y a la question du nombre d'heures par semaine, qu'il faut évidemment, pour les personnes à temps plein, les gens à temps plein travaillent moins, en réalité, que dans beaucoup d'autres pays. Donc tout cela nécessite beaucoup de réformes. Et toutes ces réformes devraient conduire à une France qui travaille plus que les 630 heures que nous avons par habitant. Est-ce que vous faites confiance en Emmanuel Macron pour passer aux actes? Quand vous divisez le nombre de Français par le nombre d'heures de travail, c'est 630 heures. Les Allemands, c'est 720. Les Anglais, c'est 810. Oui. Donc ça veut dire que vous avez plus de possibilités de produire de la richesse et de la distribuer. C'est ça. Travailler plus, c'est bien de le dire. Ça demande une forme de... Je sais pas si vous diriez que c'est du courage. D'autres diraient que c'est une audace... totalement aventureuse. Oui, mais... et que les Français ne peuvent pas supporter ça aujourd'hui. Peut-être qu'à un moment donné, on peut clore des débats, quoi. On ne clôt jamais aucun débat. Le débat du temps de travail est un débat qu'on traîne depuis les 35 heures. C'est-à-dire depuis très très longtemps, depuis Madame Aubry. Donc vous n'avez jamais... On ne clôt jamais les débats, ou on contourne les débats pour essayer de les aborder autrement, par les heures supplémentaires par exemple. Je pense qu'il faut prendre le débat de façon nationale, expliquer aux Français que c'est pas en touchant tel jour férié. C'est sûr qu'il y a plus de vacances en France que dans la moyenne de la zone européenne. Vous pensez qu'à la sortie de cette crise, ils peuvent comprendre ça? Ils peuvent Oui, mais bien sûr, mais évidemment, bien sûr. Bien sûr. Les Allemands sont pas plus malheureux que nous. Les Anglais sont pas plus malheureux que nous. Ils travaillent plus et à ce moment-là, ils répartissent un peu mieux la richesse. On peut pas vivre sur des dettes. On est un des pays les plus endettés. Les 35 heures, c'est un symbole. Vous réclamez encore l'abrogation des 35 heures, vous? Non, je ne pense qu'il ne faut pas prendre le sujet par les 35 heures. C'est ce que j'ai essayé de vous dire. Quand on est à temps plein, on travaille pas assez par rapport à d'autres pays. Il faut augmenter ce temps de travail et ça, c'est des accords entre les entreprises. Le président ne peut pas dire qu'il faut déjacobiniser la société, décentraliser la société et ne pas le faire au niveau des entreprises. Au passage, Jean-Luc Mélenchon a répondu, lui, dit, sur le travailler plus, le président de France Insoumise, il faut faire l'inverse. Il faut travailler moins. Mais ça, on entend ça depuis toujours. C'est le partage du gâteau. Le gâteau, il est fini. Donc, comme il y a de plus en plus de consommateurs, on a des bouts de plus en plus faibles. Donc, il faut au contraire, moins il y aura de gens au travail et plus il y aura de travail pour tout le monde. Bon, ça marche pas comme ça. C'est le travail qui crée le travail. C'est la croissance qui crée la croissance. C'est la richesse qui crée la richesse. Sinon, on aura juste une énorme pauvreté à se partager. C'est ça que veut Mélenchon, probablement, d'ailleurs, puisqu'il prospère là-dessus. Sur l'incitation à partager plus de pauvreté. C'est ça la solution de Mélenchon, en fait. Je pense que ça veut dire exactement ça. Mais c'était d'ailleurs le raisonnement d'un certain nombre de socialistes aussi. Donc il faut affronter l'idée que si on veut une société plus juste, il faut produire plus, protéger plus, choisir son destin aussi par l'égalité des chances. Tous ces sujets-là, ils sont fondamentaux. Je ne sais pas si le président saura les aborder. Je l'espère infiniment pour notre pays, mais honnêtement, je n'en suis pas sûr. Vous avez un petit doute? J'ai un petit doute parce que on n'a rien changé de fondamental depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors que la campagne présidentielle de l'époque avait été fondée là-dessus. Faites-vous confiance cette fois à Emmanuel Macron quand il dit qu'il ne va pas augmenter les impôts?
Et il l'a dit, donc on ne va pas augmenter les impôts. Je fais pas les choses a priori. Je pense que s'il le dit, il le fera. Mais c'est tenable. Je l'espère. C'est tenable compte tenu de. Oui, d'abord, c'est pas possible d'augmenter les impôts. Les impôts, ils sont déjà très élevés. Tout le monde le dit partout, sur tous les plateaux de télé, et tout le monde a raison. Il y a un niveau d'impôts et de charges qui est évidemment trop important. Donc c'est pas une bonne voie. C'est une voie quasiment interdite. Si vous voulez accabler d'impôts les uns et les autres, ceux qui en paieront le plus, ils finiront par partir à faire autrement ou à travailler moins. Est-ce que vous seriez favorable à une contribution très ponctuelle, one shot, comme on dit en bon français, une fois, des plus riches? Ça n'existe pas, les one shot en France. Dès qu'on fait un one shot, c'est plein de shots tout le temps, c'est pour toujours. Donc ça ne marche pas. Vous avez déjà des contributions extrêmement. Ce serait pas juste? Écoutez, l'impôt sur le revenu, 20% de l'impôt sur le revenu, 20% des Français doivent payer 75% de l'impôt sur le revenu. Donc il y a une contribution des plus riches. Il y a l'IFI, il y a les droits de succession, tous ces sujets entre le patrimoine, les flux. Il n'y a pas un flux financier ou un élément de patrimoine qui échappe à l'imposition en France. Donc comment font les autres pays? Parce qu'on entend beaucoup parler de modération salariale, on entend beaucoup. Il a laissé entendre quand même, Emmanuel Macron, que les Français devraient faire des efforts dans son travail. Plus. Bon, est-ce que ce serait pas normal qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a aussi un effort qui soit fait, financier celui-là? Non, mais il faut cesser avec cette idée qu'il faut faire plus d'efforts. La France en fait déjà beaucoup, il faut qu'il soit réparti. C'est pas un effort, travailler plus. Non. Ah, d'accord, c'est naturel. Non, travailler, c'est de la dignité. Travailler plus, si on peut gagner plus, tant mieux, chacun le verra. Gagner plus, c'était pas dans la phrase d'Emmanuel Macron. Oui, je le rajoute. C'est une phrase historique que je rajoute. Nicolas Sarkozy avait bien raison. Oui. Mais parce que plus vous travaillerez, plus vous gagnerez, plus vous produirez. Ça veut pas dire que c'est la société de l'esclavagisme moderne. On est très loin des temps modernes. Heureusement. Donc la France est un pays terriblement, extraordinairement social et qui répartit beaucoup la richesse. Vous dites extraordinairement trop social. C'est ce qu'on entend. Je pense qu'à certains moments, on oublie beaucoup au bord de la route ceux qui en ont le plus besoin, au profit de ceux qui en ont pas toujours tellement besoin. On a un modèle social qui couvre tellement que beaucoup de ceux qui sont très très éloignés de l'emploi, qui ont des difficultés fondamentales. J'ai été maire pendant très longtemps, je le vois, et tous les maires le voient. Il y a des personnes qu'on n'aide pas assez, et puis il y a des personnes qu'on devrait laisser se débrouiller. Et c'est l'égalité des chances. Vous nous direz lesquelles? Parce qu'on a dit qu'on avait beaucoup tapé sur les classes moyennes. Les mais laissons les Français vivre. Ensuite, il y a ceux qui gagnent le SMIC. Ensuite, il y a ceux qui gagnent encore moins. Mais laissons les Français vivre, laissons-les travailler, réduisons le taux de chômage, augmentons les qualifications. C'est par cela qu'on aura une société plus juste et plus prospère. S'il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de justice possible. Laissons les enfants nés dans les familles les plus modestes pouvoir réussir. C'est ça la réussite républicaine. Et tout ça existe moins. L'ascenseur social, il est totalement bloqué au sous-sol aujourd'hui. Éric Woerth, très vite. D'abord, regardez cette une de Libération, si on peut la voir. Je ne sais pas si vous l'avez aperçue en venant. Est-ce qu'on peut la voir? Voilà. Vous voyez, vous connaissez celui qui, sur Twitter, s'appelle Guillaume Tessé et fait des croisons-les. C'est un croisement d'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy pour dire que les objectifs qui ont été développés dimanche soir sont très proches de ceux de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a de Sarkozy chez Macron? En tout cas, Sarkozy est toujours d'ailleurs un visionnaire. C'est quelqu'un qui se projette tout le temps. Alors parfois il se trompe, il y a un risque énorme à se projeter, et qui met des solutions en face. Ça a été le cas, et qui comprend assez vite les sujets, et qui comprend quelque chose d'assez fondamental. Non, mais je ne vous demande pas de me faire le portrait de Sarkozy. C'est un portrait. Qu'est-ce qu'il y a de Sarkozy chez Emmanuel Macron? Je peux probablement le volontarisme en politique, sans doute le volontarisme en politique. J'aimerais que ça se traduise à un moment donné par des actes chez Emmanuel Macron. Je ne doute pas qu'il ne le souhaite pas. Mais il y a une forme de chape bureaucratique absolument gigantesque, et puis une capacité à dire non de l'ensemble du pays qui est colossale. Donc vous reconnaissez que l'environnement, enfin en tout cas vous lui accordez le fait que l'environnement pour Emmanuel Macron n'est pas facile. Je ne veux pas de procès d'intention. Je dis simplement que le président, il a encore 2 ans devant lui, et ces 2 ans, il faut les utiliser pleinement. Tiens, est-ce que vous seriez prêt à travailler avec lui? Non, mais moi, je suis président de la commission des finances de l'Assemblée. Vous avez compris ma question. Il y a un remaniement dans 15 jours, 3 semaines. Est-ce que si on vous le demandait, dans le cadre de l'Union nationale, vous seriez prêt à travailler avec Emmanuel Macron? Non, mais comme personne ne me le demandera, je ne me pose pas ce type... Parce que je pense que personne ne me le demandera, parce que je suis critique. Eh bien, si on vous le demandait, soyez imaginatif.
Mais je n'en sais rien. Je pense qu'on ne participe pas à un gouvernement juste pour le plaisir. Je ne sais pas si c'est un plaisir d'ailleurs de participer à un gouvernement. En tout cas, c'est au service de son pays. Ça ne peut être qu'en fonction d'un projet. S'il y a un projet qui vous dit on fait les 3 ou 4 trucs qu'il faut vraiment faire dans la société française et qui n'ont pas été faits ou qui ont été mal faits ou qui ont été déformés, la question se pose systématiquement pour son propre pays. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. Si vous avez des petits copains à droite à qui qu'on approche pour être ministre, vous leur dites quoi ? Mais je leur dis rien, je leur dis rien. Vous pourriez leur dire, ne trahissez pas votre camp, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit à ceux qui étaient rentrés dans le gouvernement il y a 3 ans. Donc je leur dirais probablement la même chose. Je pense qu'on doit construire. Les Républicains, pour tout vous dire, sont en train évidemment de réfléchir. Nous avons vendredi prochain un séminaire d'après-confinement, au fond, pour essayer de réfléchir aux lignes directrices de la pensée qui doivent guider ou venir avant le fait de pouvoir créer un vrai programme. Donc je pense que le monde politique, il doit aussi s'adapter à ce qui se passe. Les attentes des Français sont gigantesques. Il faut y répondre. Il faut y répondre en restant chez les Républicains. Merci. Bien sûr. Merci Éric Woerth d'avoir été les Républicains, ce matin avec les Républicains nous plongent leurs sur racines le dans plateau l'histoire française. de LCI. Bonne journée à vous.